prends la parole juste pour présenter Frédéric, parce que je pensais que tu ferais Christian. Merci à toi, Christian, déjà, de cette introduction très fournie, très riche. Et merci, bien sûr, à Frédéric d'avoir accepté cette invitation. Bon, l'occasion particulière pour laquelle nous avons invité Frédéric Worms, c'est évidemment l'apparition de son livre « Le moment du soin » aux Presses universitaires de France, qui est un sujet qui nous tient à cœur depuis longtemps, Ars Industrialis. Et donc, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Frédéric Worms enseigne à Lille, il est professeur de philosophie. Il est bien connu pour un très gros travail sur Bergson notamment, mais il a toutes sortes d'autres activités. Tu diriges aussi le Centre d'études de la pensée contemporaine. Philosophie française contemporaine. De la philosophie française contemporaine, oui, c'est ça, oui. C'est Paris 7, l'autre. Oui, exactement, ouais. C'est Monsieur Julien. Voilà. Et puis, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu as prévu 5 minutes? J'ai prévu de m'adapter dans ce que Christian m'a dit, c'est-à-dire une demi-heure, 40 minutes peut-être, mais il faudra m'interrompre sans hésiter si je déborde. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation, qui m'a beaucoup frappé et touché, et pour 2 raisons. Donc je voudrais vous remercier pour les 2 raisons, en fait, qui à mon avis sont liées. La première, c'est évidemment l'objet, c'est-à-dire le diagnostic qui consiste à penser que le soin n'est pas un problème local, mais un problème général, et même un problème politiquement général, ou même un problème de politique générale, c'est-à-dire qui peut couvrir aujourd'hui tous les aspects des enjeux politiques. Et je le crois vraiment, et c'est un peu sur cette visée d'une politique du soin que je voudrais insister aujourd'hui. Donc l'objet de mon intervention sera plus... disons à terme, même si je vais revenir sur les enjeux généraux du soin, d'essayer de dessiner les enjeux d'une politique du soin. Et quand je dis local, et pas seulement local mais général, j'insisterai quand même aussi sur le fait que, bien que ce soit général, il y a quand même un point de départ local auquel il ne faut, à mon avis, pas renoncer, qui est en effet la question, disons, médicale ou vitale. Donc, quoique prenant une extension aujourd'hui qui le rend général, je crois qu'il faut quand même enraciner le soin, continuer d'enraciner le soin dans son terrain, au fond, originaire, en un certain sens, qui est la relation vitale, même si ce n'est pas vital au sens dans un sens essentialiste, au contraire, hein, mais quand même dans une exigence vitale, j'y reviendrai évidemment aussi dans un instant. Donc c'est la première raison pour laquelle vraiment je voulais vous remercier. La deuxième, elle est liée, mais je voudrais l'énoncer un peu différemment, c'est que ça n'est pas un hasard à mes yeux aujourd'hui si, en raison de cette centralité de la question du soin, de ce devenir général de la question du soin, en quelque sorte, il y en a aujourd'hui diverses approches possibles, et qu'il faut faire se rencontrer. Dans ce que moi j'ai essayé d'appeler des moments philosophiques, à la fois dans l'histoire de la philosophie du XXe siècle et aujourd'hui, il n'y a pas seulement à chaque fois un problème, mais il y a aussi une diversité d'approches de ce problème. Et donc, on peut être frappé, comme je pense vous l'avez été, et moi aussi, en réalité, par un certain nombre de coïncidences extrêmement frappantes, l'intérêt pour Winnicott, l'intérêt pour l'ambivalence du soin, ce que j'appellerais de mon côté l'ambivalence du soin, qui rejoint évidemment la double face du médicament poison ou potion poison du pharmacone, mais bon, enfin des coïncidences extrêmement frappantes entre des approches qui néanmoins restent différentes, à mon avis, et qu'il faut justement faire se rencontrer à la fois sur leur point d'intersection sidérant, en un certain sens même, de proximité, et d'autre part, leur différence et leur complémentarité. Donc ça n'est pas un hasard, à mon avis, s'il y a cette diversité dans chaque moment, et c'est ce qui signale aussi que nous entrons dans un moment bien spécifique. Il y a à la fois des problèmes communs et des approches différentes de ce problème commun. Je suis aussi frappé d'ailleurs par des coïncidences, je dirais, politiques. Comme vous le savez, la réunion avait d'abord été prévue en octobre, hein, si je me souviens bien, et il y avait un contexte politique un peu particulier tenant à la question des retraites. J'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais enfin, il me semble que ça n'est pas totalement, évidemment, indifférent pour notre question. Aujourd'hui, il y a d'autres événements politiques qui tiennent plus à l'essence de la démocratie, mais moi, je pense que c'est aussi... Enfin, je ferai un lien avec la question
démocratique, et je crois qu'en un sens, la question du soin s'étend jusqu'à ces questions-là de principe politique, et c'est sa condition pour être générale, donc j'en dirai un mot aussi au passage. Donc il y a ces coïncidences aussi, je dirais, apparemment circonstancielles, mais qui sont importantes. Donc mon but, là, aujourd'hui, très brièvement, va être d'essayer de vous présenter mon approche de ce problème général. Évidemment, ce sera... Donc je ne vais pas essayer d'insister, comme j'avais pensé à un moment, on en avait parlé au téléphone, sur les points communs, les points de discussion. Je pense que je vais plutôt essayer de présenter une approche d'ensemble, une sorte de tableau d'ensemble du problème politique du soin. Et c'est ensuite, je pense, après, dans la discussion, qu'on pourra revenir sur les points de rencontre et de décalage. Pensez faire de cette façon-là, puisque, effectivement, aussi en fonction de la durée que vous m'avez ouverte, pas seulement offerte, mais ouverte, aujourd'hui, pour cette introduction, cette mise en perspective. Donc ce sur quoi je voudrais insister, c'est, au fond, à quelles conditions le soin peut devenir l'objet ou l'enjeu d'une politique générale, ou l'enjeu, ou recouvrir tous les enjeux d'une politique possible, peut-être même en effet, comme je crois Bernard le souligne à plusieurs reprises, urgente. Non seulement possible, même pas seulement nécessaire, mais en un certain sens urgente, la politique du moment, on pourrait dire. Urgente, ça ne veut pas dire peut-être, c'est pas une rhétorique de l'alarme, hein, c'est plutôt quand même un sens des besoins, on pourrait dire. À mon avis, il y a deux conditions, et c'est ces conditions que je voudrais essayer d'explorer en repartant d'une définition très simple pourtant du soin, que je vais compliquer peu à peu, mais je crois qu'il faut repartir. Comme je disais, c'est général, mais il ne faut pas garder le point de départ local, et donc je repartirai aussi d'une définition, je dirais, simplicime du soin. Bon. Mais les deux conditions pour en faire un problème général, c'est justement de prendre le soin comme une relation intégrale, qui couvre à la fois les relations les plus intimes, celles par lesquelles nous devenons des individus, avant même d'être des sujets d'ailleurs, des individus singuliers, s'individuant, hein, dans ce processus d'individuation en effet, un devenir individu, mais aussi les relations les plus vastes, les relations, disons, qui constituent l'humanité dans son ensemble sur la planète, hein, d'un point de vue cosmique. Donc il y a effectivement, je crois, il faut la prendre comme une relation intégrale en ce sens. Mais d'un autre côté, il faut la prendre aussi avec ses ruptures. Je crois que c'est une condition fondamentale. Penser le soin, vous avez évoqué la notion de violation, que j'essaye en effet d'introduire, hein, précisément. Il faut prendre le soin avec son amplitude et ses tensions internes. En prendre tous les aspects et à chaque fois y mesurer qu'il ne s'agit pas d'une évidence donnée, il ne s'agit pas d'ailleurs avec le soin je vais y venir, ce sera un des aspects rapidement central de mon exposé, mais bon, il ne s'agit pas d'un sentiment donné, et d'un sentiment donné comme bon sentiment. Hein. Il s'agit à chaque fois d'y reconnaître des tensions, des ambivalences, c'est comme ça aussi d'ailleurs que je rejoins, en un sens, mais c'est sans doute pas un hasard, cette ambivalence intrinsèque de la technique ou de l'instrument même du soin, remède et poison, mais on verra, peut-être on en discutera. Moi j'insiste pour parler d'ambivalence pour une raison sur laquelle on viendra peut-être dans la discussion. Et donc pour simplifier, je vais partir d'une définition du soin et ensuite je distinguerai 4 pôles de tension, 4 points au fond qui font que la relation de soin est vraiment relationnelle, mais qu'elle est aussi à chaque fois véritablement tendue, voire rompue, brisée, déchirée, ambivalente, hein, comprenant aussi, si on veut, d'une manière très simple, de la violence, hein, voire de la haine, disons, voilà. Donc je voudrais distinguer 4 de ces pôles. Pour une politique générale du soin, c'est vraiment aussi quand même une visée politique. Et après les avoir distingués, ce sera seulement dans la conclusion. Normalement, ça devrait être une deuxième partie, mais je n'aurai pas le temps de la présenter. Pour chacun de ces pôles, justement, j'essaierai d'évoquer une tâche politique concrète pour aujourd'hui. Une tâche politique, pas seulement donc un diagnostic, mais aussi une thérapeutique. Ça paraît le moindre des choses quand on parle de soins.
ne pas seulement se contenter d'un diagnostic. Donc dessiner une sorte de rectangle politique du soin avec le diagnostic et la thérapeutique. Je partirai d'une définition très simple du soin, que je vais donc compliquer peu à peu. Mais je crois encore une fois que c'est assez important de partir d'une définition très simple, parce que je crois que dans les moments d'urgence, le soin est justement ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire s'il y a urgence vitale ici maintenant, alors on sait très bien ce que c'est que le soin. On sait très bien oui, on sait très bien exactement ce qu'on entend par soin quand c'est une question de vie ou de mort, ici et maintenant. Mais ceci dit, il va falloir la compliquer. Donc j'appellerai soin aujourd'hui, mais en tout cas pour lancer la réflexion, ce serait vraiment très très simple, l'acte de porter un secours bienveillant à quelqu'un, je dirais, de blessé, quelqu'un qui est en danger, ou à un autrui blessé. L'acte de porter un secours bienveillant à autrui que je dis non seulement vulnérable, potentiellement, comme nous le sommes tous, mais blessé réellement devant moi. Je crois que c'est très important de passer de la vulnérabilité potentielle à la blessure réelle, pour penser le soin. Je peux faire une petite digression là-dessus au passage, mais c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que la vulnérabilité est certes la condition ontologique du soin, mais il y a des gens plus blessés que d'autres à certains moments, et évidemment c'est ce qui permet aux uns de porter secours aux autres. On est tous également vulnérables, mais le soin réel est basé sur l'asymétrie des blessures effectives. C'est-à-dire que c'est parce que je suis un peu moins blessé que celui qui est en danger de mort que je peux l'aider. Si on était tous tout le temps en train d'appeler à l'aide parce que l'urgence vitale était égale pour tout le monde tout le temps. Bon. Donc il y a certes un soubassement général de la vulnérabilité, et je crois d'ailleurs que le moment du soin est fondé sur une expérience de la vulnérabilité, mais il faut partir des blessures réelles. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, l'expérience des blessures réelles qui nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité potentielle. Bien sûr, les philosophies de la vulnérabilité récentes, aussi bien Lévinas que Ricoeur et bien d'autres, font de la vulnérabilité notre condition, et après, la blessure est donc la vérification de cette condition. Je suis mortel et ma mort va vérifier cette mortalité. Mais en réalité, je crois qu'il faut, pour penser le soin, partir de l'inverse, et c'est extrêmement important. Donc, appelons soin, en tout cas, l'acte de porter un secours bienveillant à un autrui réellement blessé, ou fragile, ou atteint, ou menacé, en tout cas, réellement d'interruption de sa vie si je ne fais rien, au fond. C'est ça, quand même, la question du vital et du mortel. Alors, la première dimension du soin, c'est donc que dans cette situation, la première dimension du soin, c'est donc, en effet, j'insisterai sur un premier mot dans cette définition, c'est le mot autrui. Il s'agit donc de porter secours à autrui, à ce corps blessé, et en effet, vous l'avez rappelé, d'abord de secourir ce corps dans ce qui le menace dans la continuation même de son existence. Si c'est la faim, par exemple, il faut lui donner à manger. Si c'est le froid, il faut le réchauffer. Si c'est la soif, il faut lui donner à boire, etc. Si c'est le cœur qui menace de s'interrompre, il faut faire les gestes, etc. Je reviendrai sur la technique dans un instant. Bon. Mais ici intervient une première tension qui va être une première rupture et qui est fondamentale, en effet, et c'est là qu'on rejoint en effet les deux concepts du soin. Mais les deux sont premiers. Pour répondre à l'une des questions que vous m'avez posées dans votre introduction, les deux sont premiers, justement, je pense. Moi, si je distingue deux aspects du soin, c'est pas pour dire l'un est plus important que l'autre, mais au contraire, les deux sont également originaires et premiers. Et il ne faut surtout pas sacrifier l'un à l'autre. En effet, prendre soin d'autrui, c'est toujours prendre soin non seulement d'une partie objective d'un corps blessé, réellement blessé, mais aussi d'un sujet, on pourrait dire, d'un soi, de lui. Il y a un texte magnifique de Simone Veil où elle dit d'ailleurs, ce que je respecte dans un homme, c'est pas sa personne, c'est lui. Lui, tout simplement. Mais lui, singulièrement. Donc je prends soin de lui pour lui. C'est donc un soin adressé. Un soin de soi, du soi en lui.
de ce qui fait que ça n'est pas seulement un objet, mais un sujet. Et ici, il y a beaucoup à dire, évidemment, et c'est tout à fait fondamental. C'est l'idée que le soin n'est jamais soin seulement de quelque chose, mais aussi soin de quelqu'un, et plus précisément, il faudrait aussi souligner que le soin dans ces deux directions, devant autrui, est non seulement réparateur, mais créateur. Il crée son objet en s'adressant à lui. C'est ce qu'ont montré justement les psychanalystes. C'est parce que je prends soin d'un sujet qu'il existe comme sujet. En fait, c'est en disant je le soigne lui que ce lui commence à exister. Si je ne le soigne pas, non seulement il meurt, mais il n'existe pas pour les autres. Et si je le soigne seulement comme un corps sans le soigner lui pour lui-même, peut-être qu'il continuera à exister comme corps, mais il n'existera pas comme singularité. Donc les autres prennent soin. Et d'ailleurs, du coup, pour un sujet humain et pour certains animaux, il mourra. Ce qui prouve bien que le besoin d'être considéré comme un individu est vital, est un véritable besoin biologique, on pourrait dire. Donc, pour être très clair, le soin est toujours soin d'un corps et d'un individu, disons. Il est toujours, en effet, secours deux fois vital, secours objectivement vital et subjectivement vital. Prendre soin d'autrui, non seulement dans ses blessures réelles, mais dans son individualité et dans son individuation, d'ailleurs, produite en particulier par le soin, non moins réelle. On pourrait ici intervertir la formule de Ricoeur, très célèbre, le titre de son grand livre de 1990, « Soi-même comme un autre ». Je crois qu'il faut aussi considérer autrui comme un soi. Autrui comme un soi. Autrui comme un soi-même. Ça n'est d'ailleurs pas nécessairement contradictoire, et mon but n'est pas, en jouant sur la formule, de remplacer l'une par l'autre, hein, mais ce serait un autre sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a là déjà une première tension ? Il y a une première tension qui est bien connue depuis au fond, l'émergence des éthiques et des politiques démocratiques, je dirais depuis le XVIIIe siècle. Il y a une première tension, c'est que le soin manifeste à la fois une dépendance et une indépendance. Le soin manifeste une dépendance parce que pour exister, nous avons besoin du secours d'autrui. Et donc nous commençons par être dépendants. Nous avons tous commencé par être radicalement dépendants. Mais en même temps, le soin dont nous dépendons crée notre indépendance, crée peu à peu notre subjectivité. Et tous les parents le savent bien, les psychanalystes comme Winnicott l'ont bien montré aussi, la dépendance initiale est faite aussi d'une création progressive. Et c'est justement parce qu'il y a eu une folie maternelle primaire, dit Winnicott, une absorption initiale, hein, le lien bébé-soin maternel, qu'ensuite pourra exister un soi qui, en effet, rompra avec le nid originaire et explorera le monde, deviendra lui-même. Et donc le paradoxe du soin, c'est que c'est de la dépendance que naît l'indépendance. Ou on pourrait dire aujourd'hui, dans des débats contemporains un peu biaisés, mais qu'il faut quand même affronter, c'est de la dépendance que naît l'autonomie. C'est de l'hétéronomie que naît l'autonomie. Les théoriciens de l'éducation le savaient bien au XVIIIe siècle. Hein. Rousseau dit bien dans l'Émile, en effet, que le but de l'éducation, c'est de se rendre elle-même inutile, et qu'ensuite l'élève, Émile, puisse avoir des enfants, élever ses enfants. Enfin, il y a une sorte d'émergence progressive. C'est une première tension très importante, et source également déjà de conflits. Et aujourd'hui, on le voit très bien, évidemment, je vais y revenir, dans les contextes politiques, si vous avez un petit nourrisson, un grand vieillard, un malade d'Alzheimer, un fou, un handicapé, vous devez à la fois le considérer dans sa dépendance physique et dans son indépendance subjective, individuelle, dans son individuation. Et cela, en effet, jusqu'au bout, et des deux côtés. Il y a deux violences possibles. Évidemment, si vous niez son autonomie, j'anticipe tout de suite sur un débat éthique très, très tendu aujourd'hui, mais aussi si vous niez sa dépendance. Si vous niez la dépendance au nom de l'autonomie, vous faites violence. Mais si vous niez l'indépendance au nom évidemment de sa dépendance, mais j'anticipe sur ce qui va suivre, vous lui faites aussi violence. Et donc déjà on s'aperçoit, et c'est pour ça que c'est très important, qu'il faut tenir les deux bouts absolument radicalement ensemble. C'est un point là aussi, hein, vous demandiez qu'est-ce qui est premier, le thérapique ou le thérapeutique. Je ne reviens pas, pourtant ça pourrait être intéressant sur la distinction des deux mots, mais bon. En fait, les deux sont premiers. Les deux sont premiers.
Si vous entrez dans un hôpital, vous voulez à la fois qu'on s'occupe de votre cœur ou de votre jambe cassée ou de votre problème quel qu'il soit, et qu'on s'occupe de vous. Mais si l'un des deux manque, vous êtes mutilé en réalité. C'est-à-dire qu'on vous fait violence. Et je dirais, même si le soin objectif manque, je me suis trouvé souvent dans des débats d'éthique médicale où le philosophe de service, dont je fais souvent partie, mais bon, il y en a d'autres, dit parfois l'important dans le soin, c'est l'accompagnement moral. C'est l'accompagnement moral. Oui, mais c'est vrai, mais il faut aussi le secours objectif, matériel. L'accompagnement moral sans le secours matériel, non seulement n'est pas possible, mais est une mystification et une trahison. De même que la mère qui dirait « mais j'aime mes enfants » alors qu'elle les laisse mourir de faim sans leur donner à manger. Donc moi j'insiste beaucoup sur le fait que le soin moral est immanent au soin matériel. Il n'existe pas sans le soin objectif. Dites à quelqu'un que vous l'aimez, mais que ça vous est complètement indifférent de le voir dans les 25 prochaines années, cet amour-là aura quand même quelque chose d'un peu étrange, même s'il y a d'autres manières de prendre soin que de se voir peut-être sensiblement, mais enfin, il faut quelque chose de sensible à un moment donné et de matériel. Ça, c'est la première tension. On verra dans un instant comment elle se traduit politiquement, mais elle est déjà, en réalité, à mon avis, un objectif politique. Enfin, elle a un enjeu politique. Le deuxième aspect du soin, deuxième pôle ou deuxième angle, si on veut, deuxième arête, enfin le deuxième pôle de ce rectangle du soin, c'est, on pourrait partir du premier mot de ma définition, l'acte de porter secours à un autrui blessé. C'est que cet acte, et là je rejoins des préoccupations que vous avez, mais j'y ajouterai un deuxième aspect. Au fond, dans ce deuxième aspect, je vais souligner un point qui est au cœur de ce que vous discutez depuis toujours ici, et un autre qui est au cœur d'un corps de doctrine qui est aujourd'hui très, très discuté, c'est-à-dire les éthiques du Caire, anglo-saxonnes. Mais ces deux aspects, à mon avis, vont ensemble. L'acte de porter secours, c'est en effet un acte concret. Et c'est un acte qui n'est pas seulement une intention morale, sur laquelle je reviendrai après, que je vais mettre après délibérément. C'est un acte concret. C'est-à-dire, vous avez rappelé en effet à un moment où je dis il faut pouvoir prendre soin. Et prendre soin effectivement. Donc si effectivement je vois quelqu'un qui meurt de faim, il faut que, tout bêtement, j'ai un peu de nourriture, que je sache la donner et que je la donne. Que je prenne le temps, que j'effectue les gestes qui font que, effectivement, cette nourriture va rentrer dans cet organisme. Sinon, je prends pas soin. Donc c'est un acte. Et donc cet acte comporte deux aspects qui sont en tension et qui sont une deuxième source de conflit réel, à mon avis, et très profond dans le soin, dans nos sociétés en particulier. Ces deux aspects, c'est ce que j'appellerais l'aspect technique, en effet, et l'aspect, on pourrait dire, de travail. La technique et le travail. La technique, c'est absolument fondamental parce qu'il n'y a pas de soin sans médiation, en effet, technique. Sans médiation technique. Et moi, je partage votre enracinement canguilémien très profondément. La technique n'est pas du tout une sorte de construction, qu'elle soit ontologique ou historique, abstraite. C'est, au fond, la technique relève du vivant, et le vivant se prolonge dans le technique. Donc, un héritage de Bergsono, Canguilhémo, simondonien, fondamental, qui pour moi fait partie des enjeux fondamentaux d'aujourd'hui et totalement oublié aujourd'hui. Il y a un passage du normal et le pathologique sidérant où Canguilhem dit c'est technique, donc subjectif. Donc subjectif. Mais c'est une objectivation du subjectif, le technique. C'est-à-dire, en effet, il n'y a pas de soin sans un objet qu'on pourra dire en un sens transitionnel, j'y viendrai après, mais d'abord un objet qui remplit une fonction technique, une fonction de soin bien particulière. Si
Si c'est la faim qu'il faut soigner, alors je dirais l'aliment est l'instrument de ce soin. Il n'y a pas de soin sans instrument. Le soin s'instrumente. D'ailleurs, il y a probablement... voilà, bon. Donc, il y a un aspect technique sous lequel il faut mettre aussi un aspect, je dirais, de compétence technique. Il y a un objet technique et il y a un sujet technique. C'est le sujet de la compétence ou du savoir technique. Là aussi, minimal, hein, mais indispensable. Il faut savoir donner la nourriture, savoir, bon, en particulier chez l'être humain, mais ça commence probablement avec certains animaux. Hein. Ça peut-être, bon, il y a des ruptures, mais c'est pas entièrement vrai qu'il n'y a pas du tout d'animaux médecins. Hein, c'est pas entièrement vrai. Dans le geste de nettoyer ces enfants, de les nourrir, parce que plus on monte dans l'évolution, plus les petits ont un moment de dépendance et de prise en charge, il y a de la technique. C'est tellement vrai qu'il y a des expériences qui ont été faites pour voir... ça peut s'oublier, cette technique. C'est-à-dire, si on isole un animal, après, et qu'il a ensuite des enfants, il ne saura plus les nourrir. Donc il y a une sorte de transmission technique très complexe. Bon. Évidemment, il y a quelque chose de particulier à l'homme sur lequel on pourrait revenir. Bon. Peu importe ici. Donc il y a un aspect de compétence technique. Mais il y a aussi un aspect de travail effectif, de dispensation. Et c'est différent de la compétence technique. C'est-à-dire la conception de l'instrument, la maîtrise de l'instrument, et le fait de s'en servir effectivement sont deux gestes distincts, je pense. Deux gestes distincts. Et dans nos sociétés, ça prend deux formes très différentes, et malheureusement souvent en conflit, qui sont, je dirais, le geste de prescrire le soin, qui est un geste que je vais dans le troisième temps reporter à la question du pouvoir, puisque la relation de soin est asymétrique. Donc il y a quelqu'un qui peut vous soigner. Et même si c'est vous-même, vous avez une partie de vous-même qui est compétente et une partie qui est vulnérable. D'ailleurs, souvent, c'est déchirant, parce que un médecin malade, d'ailleurs, c'est quelque chose de déchirant. Il sait ce qui ne va pas en lui, et néanmoins, en lui, quelque chose est fragile, malgré ce savoir, et même d'autant plus fragile qu'il sait. Bon, mais il y a une compétence qui relève de la prescription du soin. Et il y a un autre geste qui relève de la dispensation du soin. Et autant dans nos sociétés, le premier geste est noble, c'est le geste de la blouse blanche qui prescrit le soin, qui fait l'ordonnance. Le terme est quand même assez significatif. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance, une prescription? Autant le deuxième geste est considéré comme ignoble, au sens très strict du terme, servile. Hein. C'est le geste de l'infirmière qui a les tâches quand même corporelles, parfois... souvent, presque toujours, par définition pénible, en un certain sens, hein, intrinsèquement pénible. Bernard emploie le terme de peine, c'est pas un hasard. Bon. Donc le soin est aussi un travail. Mais simplement, il faut considérer que cette tension de la compétence et du travail était une vraie tension et parfois une source de conflit. Et autant le premier aspect nous oriente déjà vers le pouvoir, autant l'autre nous oriente vers la servitude. Et dans les éthiques du Caire, on défend aujourd'hui l'idée de reconnaître le travail de soin comme tel. L'éthique du Caire sont nées dans un contexte féministe anglo-saxon pour dire vous méprisez ce qui est fondamental dans vos sociétés, ces gens qui prennent soin de vous, vos nourrices, vos éboueurs, etc. Vos femmes très souvent, et vos étrangers très souvent. Hein. Les tâches concrètes du soin sont souvent délégués ou relégués sexuellement et nationalement, en quelque sorte. Il y a très souvent une sorte d'assignation sociale de ces tâches du soin. Sous ces deux aspects, le soin pose déjà des problèmes économiques et sociaux. Économique. Il y a une double économie du soin. Là aussi, je pose des jalons pour une discussion, évidemment. Il y a une double économie, une économie des objets et des instruments du soin, aussi de la recherche scientifique, la production toujours plus avancée des techniques de soins, y compris impliquant toutes les techniques possibles. Hein. Vous pouvez faire l'objet d'une résonance magnétique nucléaire, donc le nucléaire peut... même que les radiations, enfin les radios, bon, ça a d'abord été une manière de soigner. Une économie des compétences et aussi une économie des servitudes, hein, on pourrait dire. Une économie des services. Des services de soins.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une tension entre eux. Hein, et qu'aujourd'hui, un des problèmes de l'éthique du soin, ce qu'on rencontre très concrètement, c'est par exemple, c'est très concret, dans les services hospitaliers, dans comment faire discuter ensemble ceux qui travaillent ensemble mais sont parfois des deux bords de cette étrange limite et contestent cette limite, d'ailleurs souvent des deux côtés, c'est-à-dire médecins et infirmières, prescripteurs et dispensateurs. Prescripteurs et dispensateurs. Bon, donc ça c'est un point très, très important. Alors ensuite, évidemment, j'en viens au troisième point, qui est en réalité, non, je ne dirais pas qu'il est le point central, mais qui est évidemment un point central quand même si les deux premiers l'étaient déjà, c'est évidemment, on pourrait dire, ça porte sur le mot bienveillance, cette fois, dans acte de porter un secours bienveillant. C'est structurel au soin, à mon avis, mais évidemment, c'est porteur d'une tension, et même de deux tensions tout à fait fondamentales, respectivement éthique et politique. Je pense que le soin ne se définit pas par la bienveillance, même si la bienveillance est la condition du soin, en réalité, mais le soin se définit, ou plutôt est pris dans la polarité entre la bienveillance et la maltraitance. Le soin est traversé, est le lieu peut-être fondamental de la polarité affective, d'autres diront pulsionnelle, entre, on pourrait dire, l'amour et la haine, la volonté de secourir, mais aussi celle de détruire, qui sont l'une et l'autre, sans doute, à l'œuvre dans le travail du soin. Et le soin est donc non pas une bienveillance donnée et évidente, mais une bienveillance qui lutte contre la malveillance, hein, et qui n'est possible que si elle prend conscience aussi de la possibilité de la non-bienveillance, sous toutes ses formes. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un de blessé, on pourrait ne pas le soigner, ça arrive. Si vous avez quelqu'un qui va mal sur un trottoir ou dans le métro, voilà, très souvent, nous ne le soignons effectivement pas. Pourquoi ? Parce que peut-être ça ne veut pas dire que nous sommes méchants, malveillants, monstrueux, haineux, etc. Peut-être nous nous appuyons sur des systèmes sociaux. Bon. Mais en tout cas, nous savons bien qu'on peut ne pas soigner. Hein, que le soin, même si nous avons une sorte de bienveillance naissante, peut-être, je ne sais pas s'il faut être comme Rousseau et penser la pitié est un sentiment absolument naturel, mais Rousseau savait très bien que la pitié est aussi une résistance à un geste non moins naturel qui consiste à se détourner de l'autre corps souffrant. Hein, une répulsion, aussi primitive que la pitié. Dans l'Émile, qui est un texte plus approfondi sur la pitié, je pense, que ceux qu'on lit d'habitude, Rousseau montre que nous avons aussi une répulsion primitive devant le corps de l'autre souffrant. Ce que Simone Weil appelle la haine face au malheur. Le malheur ne suscite pas en fait seulement la compassion, mais aussi la haine. Et peut-être aussi structurellement que la compassion. Le malheureux, nous ne voulons pas le voir. Peut-être aussi parce que nous avons peur que de la contagion, en quelque sorte, ça. Mais, donc, en réalité, le soin est le lieu d'une polarité morale et non pas d'une évidence morale. Bienveillance et maltraitance sont les deux pôles extrêmes de notre vie morale. Moi, je défends même maintenant l'idée, qu'il faut que je démontre, c'est pas possible ici, mais que c'est de la bienveillance et de la maltraitance que viennent tous nos concepts moraux. Hein, que le bien et le mal de bienveillance et maltraitance ne les précèdent pas, mais en viennent. D'où, en effet, oui, voilà, une primauté de la relation non seulement sur ces termes, mais sur ces normes. Il y a une autre polarité de ce point de vue-là très importante, c'est celle, je dirais, du pouvoir et de la liberté. Et aussi de l'égalité, d'ailleurs. C'est-à-dire, évidemment, je l'ai déjà abordé à travers compétence et servitude. Mais ça va plus loin, parce que compétence et servitude, c'est dans les deux aspects du geste de soin. Mais pouvoir et liberté, c'est dans la relation à celui qui est soigné. C'est tout à fait évident qu'il y a une relation de domination dans le soin, et qu'il peut y avoir abus de cette domination. Et que le fait d'être vulnérable peut en plus devenir une soumission politique. Et donc l'idée d'un soin est toujours aussi l'idée d'un soin juste et d'une politique qui préserve des abus de pouvoir, qui préserve la liberté et qui assure aussi l'égalité dans l'accès aux soins. On voit peu à peu se construire, évidemment, des prescriptions politiques. Hein. Donc une politique du soin, ça ne va pas être une politique
je dirais, comme on a beaucoup reproché enfin, dans le débat depuis un an sur la question du soin, ça ne va pas être une politique angélique, hein, bien au contraire. Ça va être au contraire forcément une politique qui institue et qui prend la mesure de ces polarités. Et la dernière chose que je vais souligner, c'est ce que j'appellerais le soin du monde. C'est-à-dire que le soin n'est pas seulement le soin des individus, mais le soin de ce qu'il y a entre eux, l'espace potentiel de Winnicott, en effet, mais aussi le monde au sens le plus large. Et donc, prendre soin entre les hommes, même si c'est premier, à mon avis, moi j'assume la primauté des relations interhumaines, c'est prendre soin aussi de ce qu'il y a entre les hommes, le monde naturel et culturel. Donc oui, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi de cet enjeu à travers la vulnérabilité du monde politique, mais aussi la vulnérabilité du monde naturel, cosmique, dont il faut prendre soin. Et donc, ce quatrième aspect est lui aussi, en réalité, ça peut paraître comme ça peut paraître très, très facile et très, voilà, très, très gentil, j'allais dire, hein, c'est très, très joli, mais en réalité, ce sont des tensions. Et là aussi, il y a un conflit très violent. Quel est le conflit? Le conflit, il est très simple. Qu'est-ce que vous mettez en premier? Sauver la planète ou préserver l'égalité entre tous les groupes humains sur la planète? Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est sauver, disons, l'état de l'eau sur la planète ou l'égalité dans l'accès de tous les hommes à l'eau? Ce n'est pas forcément la même politique qui s'ensuit. Hein? Mais il faut faire les deux pourtant. Donc c'est un point tout à fait fondamental parce qu'en réalité, on peut ne pas avoir envie de préserver l'eau sur la planète en laissant des hommes mourir de soif. Donc c'est pas forcément si évident que ça en a l'air. Et donc du coup, on retrouve ici une tension tout à fait fondamentale qui est au cœur des débats de l'écologie politique aujourd'hui. Et que, à mon avis, seule la question du soin est capable réellement de régler. Bon. Il y a d'autres sujets, évidemment. Hein. Il y a d'autres sujets qui sont, par exemple, la capacité de circuler partout dans le monde, les rapports internationaux au sens strict, mais je ne vais pas les aborder ici. Peut-être on peut insister juste sur un point dont j'ai découvert en relisant les livres de Bernard Conleux. C'est un point d'intersection très, très central. C'est l'idée que le monde ne préexiste pas au soin, mais est créé par le soin. Le monde lui-même. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est très profondément ce qu'explique Winnicott avec l'espace transitionnel. C'est depuis la relation entre les hommes que se crée un monde entre eux, un monde qu'il faut aussi préserver et explorer. Il y a cette phrase magnifique de Winnicott, qui est le titre d'un de ses recueils en anglais, hein. « Home is where we start from », ça veut dire aussi, c'est depuis la création d'un espace entre les individus que, tout à coup, s'ouvre l'espace, on pourrait dire, du monde. Bon, donc, là aussi, il faut voir cette priorité du soin qui fait que ce n'est pas juste une technique du corps, mais une technique de tout. Alors, là aussi, dernière réponse à quelque chose que vous avez mentionné au passage. Moi, je ne réserverai pas le mot technique simplement au tout premier aspect du soin, c'est-à-dire la technique médicale de réparation d'un organe blessé, par exemple. Moi, je dirais, tout ici relève d'une technique. Il y a des techniques de soi, il y a des techniques politiques, et il y a des techniques du monde. Et la technique, le problème, c'est comment on s'en sert. C'est pas bon. Donc, oui, moi, on y reviendra dans la discussion. Donc, je vais conclure. Hein. Pour moi, donc, au fond, on voit bien, il y a un enjeu général de la question du soin qui rejoint des questions politiques. Et ce sur quoi je voudrais conclure, c'est sur les tâches et le contexte de cette politique. Les tâches, bon, je ne vais pas les détailler, c'est un projet que j'ai, évidemment, mais je ne vais pas le faire maintenant. Mais il y a 4 tâches très précises qui découlent des quatre objets du soin que j'ai essayé de distinguer. 4 séries de tâches, on pourrait dire. Bon. Mais je voudrais dire un mot du contexte, en réalité, simplement. Le contexte,
c'est celui, en effet, le contexte, c'est celui de la situation qui fait que cette politique n'est pas seulement nécessaire, comme je disais en commençant, mais à quelque chose d'urgent, et aussi le fait qu'elle répond à une situation historique. C'est-à-dire, par urgence, on pourrait entendre, en fait, simplement le fait, on pourrait croire qu'il s'agit simplement de dangers objectifs. La planète est menacée, des maladies reviennent, etc. La pauvreté se réimpose, etc. Il y a toutes sortes de problèmes objectifs. Mais en réalité, c'est jamais seulement des problèmes objectifs. C'est aussi des situations historiques qui font que, en réalité, on prend la mesure non seulement d'une vulnérabilité, mais d'une négativité fondamentale. Il y a quand même eu des grandes catastrophes politiques au XXe siècle. Et on prend la mesure aussi que la réponse à ces négativités n'est pas seulement négative, justement. Qu'elle peut être créatrice. Qu'elle peut être une réponse qui n'est pas seulement une régression. Mais il y a le risque de la régression. Parce que la vulnérabilité appelle, en un sens, d'abord une régression vers le vital, en un sens très minimal et très, comment dire, clos, pour prendre un terme qui renvoie à une distinction qui me tient beaucoup à cœur. Il y a le risque très profond d'une régression. La vulnérabilité, là aussi, il faut la mettre en tension, c'est-à-dire, c'est très joli la vulnérabilité, mais en réalité, si ça mène à la guerre parce que, voilà, on veut se sauver soi et pas les autres. Donc il y a et la question, c'est donc pas la vulnérabilité en général, l'effet des catastrophes du XXe siècle et des situations d'aujourd'hui, c'est comment on y répond d'une façon qui n'ajoute pas la destruction à la destruction, mais qui soit plutôt une réponse précisément positive, en un sens pas naïf, mais plutôt créateur, plutôt en effet instituant et individuant. Et je dirais les deux, instituant et individuant. Pas seulement individuant, et même pas seulement trans-individuant, mais réellement instituant, parce qu'il faut aussi passer par ce moment de l'institution et de la politique du soin. Bon, voilà pour lancer la discussion.